Allô. Ok, bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi, dernier live de la semaine. Nous sommes le 20 juin 2014. Donc je vais faire une session en cette fin de journée. Je publie des vidéos, j'ai bossé cet après-midi. Donc je fais qu'une petite session ce soir, où il n'y aura pas de position prise, on va faire simplement le bilan sur ce qui a été fait. Pas passé grand chose, j'ai pris une partie de ma perte sur le Dow Jones, j'ai désormais coupé la moitié de ma position initiale. Je vois que le CAC 40 a pas mal baissé cet après-midi. En revanche, ça bouge pas beaucoup du côté des marchés américains. Bon, ceci dit, si on recule et qu'on prend un graphique journalier, le CAC 40, on a quand même une belle bougie de baisse. C'est pas suivi du côté du Dow Jones, du côté des marchés américains. On verra ce qu'il en est. Ouais, justement, on va aller chercher les raisons de cette baisse, etc. Alors, le chat bug, j'ai envoyé un lien à... J'ai envoyé un message au service client de la société iChat.com qui s'occupe du chat. Donc j'attendrai leur réponse. En attendant, je vais utiliser Firefox. D'habitude, je suis sous Chrome, mais ça bug sous Chrome là. Donc voilà. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission en direct. L'idée est de partager aussi nos points de vue. Aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Il ne s'agit que d'avis émis. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission, cela incombe de votre responsabilité. Alors, je vais me connecter au Mumble. Vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission ou audio via le chat Mumble. Vous avez le lien en haut à droite en bleu ciel au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Voilà, on confirme que c'est ok au niveau du son et de l'image, donc je vais commencer tout de suite. Alors, je suis vendeur du Dow Jones depuis fin de semaine dernière, donc on voit qu'on a eu un beau mouvement de hausse depuis, donc malheureusement, pour ma position. C'est pas de la folie non plus, hein. Je crois qu'il y a un décalage de 1,5% de hausse. Voilà, donc aujourd'hui on a marqué le nouveau plus haut historique sur le Dow Jones. On voit que le mouvement n'a pas continué franchement, on est sur un doji actuellement. Donc on verra ce qu'il en est. Il me reste donc 20 € du point à la vente là sur le Dow Jones. Et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Alors il y a beaucoup de choses qui disaient sur le chat écrit. Comme toujours, quand il y a une position qui se passe mal, tout de suite il y a beaucoup de critiques. Bon ça c'est le propre de l'humain ou d'internet. On retrouve ça dans beaucoup de contextes différents, j'en ai déjà parlé donc je vais pas en parler sans s'étendre. Mais bon, après, c'est pas pour ça que Enfin, par rapport à tout ce qui est dit, très bien, j'entends ce que vous dites et c'est très bien de critiquer. C'est fait pour ça un chat, c'est pas fait que pour émettre des avis positifs. Donc j'accepte avec plaisir vos critiques. Et voilà, après, c'est simplement. En l'occurrence, il n'y a pas grand chose comme conclusion à tirer d'une mauvaise position. Il y en a qui font des longues tirades ou qui expliquent de tas de manières ce qu'il faut faire, etc. Si vous savez ce qu'il faut faire sur le marché, il faut le faire vous-même. Autrement, moi, ce que je propose, c'est pas du tout de me vanter, de monter une émission en disant regardez ce que je fais. Je dis ce que je fais, je présente mes idées de stratégie et les choses que je mets en place. Ici, vendre le Dow Jones, quand on était dans ce contexte-là, et c'était pas incohérent, on aurait pu continuer le mouvement. C'est en tout cas ce que j'ai pensé puisqu'on est haut. Ça ne s'est pas bien passé et du coup, je prends mes pertes au fur et à mesure. Donc après, moi, c'est mon axe de travail et voilà, c'est un comportement responsable que d'acter ses pertes et de les prendre au fur et à mesure. Voilà, après il y en a qui m'expliquent la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le chat écrit. Bon, très bien, enfin ça c'est le propre d'internet, etc. Mais
émettez vos critiques, voilà, je les ai lues. Après, il y en a qui répètent 50 fois les mêmes choses ou qui. Je sais pas, on a l'impression quand ils parlent que c'est des gens qui méritent un intérêt particulier ou qui ont un point de vue particulièrement éclairé. Bon, c'est pas forcément le cas, surtout que c'est souvent des gens qui sont 100% anonymes sans rien proposer, donc j'ai aucune idée de ce que vaut votre point de vue. Donc n'hésitez pas vous aussi à partager le suivi de vos comptes, voilà, qu'on ait un suivi, qu'on discute, qu'on compare les idées, etc. Mais simplement dire que quelqu'un est mauvais par rapport à une prise de position ou tirer des grandes conclusions, c'est pas cohérent. Voilà. Ça on avait vu. Alors, j'ai pas grand chose de plus à signaler. Si je garde la moitié de ma position, c'est que pour le moment j'ai toujours un biais plutôt vendeur sur le Dow Jones, même si la dynamique de fond et la tendance est haussière. Donc comme on le voit ici, depuis 2010, donc on commence à être vraiment très haut, comme on dit les arbres n'ont pas au ciel, mais pour le moment, force est de constater que le mouvement de hausse se poursuit, puisqu'on marque ce jour-ci des plus hauts historiques. Alors pour le moment, je vais continuer à jouer un biais baissier, donc j'ai encore la moitié de ma position à la vente. Si on a un mouvement vraiment qui se poursuit, je continuerai à prendre mes pertes. Si on a une phase de correction significative, tant mieux. Il y aura sans doute de l'argent à prendre, mais en tout cas pour le moment je continue à travailler avec un biais baissier. Ça fait quand même longtemps maintenant que les marchés l'évitent sans réellement accélérer à la hausse. Parce que finalement si on prend les plus hauts qu'on a marqués en janvier 2014, qui étaient à 16 562, on est actuellement à 16 954, donc assez proche. Donc on marque des plus hauts, à chaque fois on corrige, etc. Voilà, les marchés vont pas rester en lévitation indéfiniment. Il y aura des prises de profit, des choses qui se passeront à terme, je pense. Je peux me tromper, hein. En tout cas c'est le biais que je joue. Donc je continue à jouer un biais baissier pour le moment sur ce Dow Jones. On verra ce qu'il en est. Alors concrètement, comment se présente cette perte? On va regarder ça tout de suite sur le MyFXBook. Tout est diffusé de manière transparente. Voilà. Donc avec la perte de 2% actuellement, voilà, donc simplement une perte de 2%. Au niveau des positions ouvertes, les prix d'entrée étaient à 16 724 et 16 734. Et sur le mois de juin, c'est une perte de 3,19% actée. Après un bon mois de mai, le mois de juin est délicat. Il reste encore une dizaine de jours durant ce mois de juin, on verra comment cela se poursuit. Voilà, donc pas grand chose de plus à signaler. Alors, désormais, ce que je vais chercher, parce que j'ai bossé, j'ai pas tellement regardé les raisons fondamentales de la hausse ou ce qui se passait. Là, je vois notamment une divergence entre les marchés européens qui corrigent, mais les marchés américains qui restent hauts, enfin qui baissent un peu là, mais qui restent assez hauts. Donc, je vais aller voir ça. Je vais aller du côté des différentes salles de marché et salles de rédaction, prendre quelques points de vue. Alors, justement, il y a Philippe Béchade qui était face à Jean-Luc Cussac dans le cadre du bilan hebdo. On écoute ça. Intégral Bourse. Sébastien Coinon sur BFM Business. Philippe Béchade avec nous. Philippe, bonjour. Bonjour Sébastien. Et bienvenue dans Intégral Bourse sur BFM Business. On est aussi avec Jean-Louis Cussac. Jean-Louis, bienvenue. Bonjour tout le monde. Vous êtes à la cool, Jean-Louis, en polo, là. Vous revenez de vacances ou vous avez déjà un pied en congé, là? J'ai déjà un pied dans le week-end. C'est ça. Bon, Jean-Louis, vous prenez la main. Comment vous regardez l'actualité, là, et cette semaine où on n'a même pas consolidé, quand on est reparti à l'assaut des 4006? À la cool, comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est très très calme. Le marché, donc, a tapé le point haut, 4595, et il a marqué une pause, un point haut temporaire. C'est ce que j'espérais, c'est ce que je jouais. Oh, on n'a pas pu faire des merveilles avec, mais au moins, ça a été, je dirais, le point fort de ces 10 dernières séances de bourse, puisqu'on a retracé un petit peu, il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu de relais par rapport à la rupture des 4545, qui était une petite faiblesse intraday dans une zone neutre, hein, tout simplement. Il n'y avait pas de retournement de situation. Le retournement, c'est sous 4440. Donc, écoutez, on a fait moins 0,8, on a repris 1,60, donc en gros dans la semaine il y a eu 1,60 entre les extrêmes. C'est pas énorme, hein, moins 0,8, plus 0,8, c'est pas terrible. La volatilité est au plus bas, hein, on est sur juillet, donc sur des options à la monnaie, on est à 10,4 à peu près. On est dans l'ambiance vacances.
Peu d'écart aussi sur les valeurs du CAC 40. Donc on n'a pas eu de relais ni à la baisse, ni vraiment à la hausse, parce que c'est vrai qu'hier on a fait un gap à la hausse, on pouvait espérer, enfin certains en tout cas pouvaient l'espérer, moi pas trop malheureusement. Je me faisais pas trop d'illusions comme ces derniers temps. Donc pas eu de moteur, pas eu de catalyseur supplémentaire, rien du tout. Le marché a donc gapé à la hausse et puis derrière il a rebaissé doucement, vraiment comme s'il était un petit peu à l'abandon. Avec l'échéance tout à l'heure, il y a eu 3 échéances, donc 4 même. Il y a eu donc l'Eurostoxx à midi, le DAX à 13h, à 15h30 le Standard & Poor's, et là on a eu le CAC 40 à 16h. Toutes les échéances ont été tirées à la hausse. Donc là, ça confirme ce qu'on observe depuis longtemps, comme on l'a vu souvent le soir, etc. Les marchés sont quand même sous contrôle, on va dire, pour pas dire manipulés, mais on va dire qu'ils sont bien sous contrôle, ils ont bien tiré. Voilà, ça devait arranger tout le monde. Là maintenant, ils vont peut-être un peu être laissés à l'abandon entre guillemets. C'est-à-dire, on va voir un peu les vrais intérêts peut-être, mais je m'attends vraiment pas à grand-chose non plus. Peut-être qu'on pourrait revenir un peu en arrière, imaginons vers 4550-45 pour la journée, ce qui sera un peu le pivot de la journée. Tant qu'on est au-dessus, qu'on s'y a un maximum de chances de rebond. En dessous, on a une première alerte vraiment de neutralisation tout simplement. Voilà, il y a vraiment pas de scoop. Les opportunités sont très faibles. Il faut exploiter des stratégies à base d'options futures, croiser options futures, voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Et ça risque de durer en l'absence, évidemment, de news importantes ou d'un catalyseur quelconque. Je dis que vous êtes à la cool, pour ceux qui nous écoutent à la radio, ils n'ont pas dû comprendre, vous êtes en polo, c'est juste ça, pour ceux qui vous voient là, à la télé, vous êtes en polo. Et effectivement, on est un peu en roue libre, il se passe pas grand-chose, Philippe Béchade, moins 0,04%, on tire les cours, vous auriez pas dit mieux, la séance des 4 sorcières, c'était quasiment du Béchade dans le texte. Ouais, le Béchade dans le texte, dès vendredi dernier, c'était on va pas bouger et on finira vendredi 20, proche des records, voire sur de nouveaux records, ça c'était mon pronostic. Bon, là on dirait du Jean-Louis Cussac, j'en ai marre d'avoir raison. Arrêtez de vous copier tous les deux là. Bon, reprenons et soyons sérieux. Alstom plus 3% et c'est moi qui vais être sérieux aussi. Alstom plus 3%. On pourrait reparler d'ailleurs d'EDF qui a perdu hier 12%. D'abord Alstom, le dossier chaud dans 40 minutes. Oui, Arnaud Montebourg prend absolument. la parole et donnera la position de l'État. C'est un dossier ultra politique et Jeff Immelt, le patron de General Electric, l'a bien compris. Ouais, bon, alors moi, les petits échos que j'ai de droite et de gauche, c'est que théoriquement, c'est General Electric qui va probablement remporter l'affaire. Maintenant, l'annonce va-t-elle se faire à 17h avant la clôture des marchés ? Bon, ça serait peut-être une bonne surprise pour certains. Je me demande s'ils vont pas trouver au dernier moment une raison de patienter un petit peu avant d'annoncer ça. Pourquoi on le fait pas au marché, effectivement? On aurait pu le faire à 18h, comme hier. Le communiqué de General Electric tombe pareil en pleine séance. Bon, on peut pas attendre? Oui, on se pose tous effectivement la même question. Maintenant, si vous lui disiez un petit mot d'EDF... C'était très intéressant hier, ce qu'on a vu quand même. Enfin, Ségolène Royal, elle sait ce qu'elle fait quand même. Pourquoi décide-t-elle d'annuler quelque chose déjà intégré, une hausse de tarifs? Elle sait que ça sera retoqué a priori par le Conseil d'État. Mais du coup, même l'entourage de Matignon fait dire quelques heures après, donc toujours hier, qu'il y aura bien une hausse, mais à l'automne. Décalée, peut-être pas de 5. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Alors, vous savez que je suis pas politologue, alors je suis totalement neutre politiquement en plus. C'est extrême centre. Voilà. Et il dit quand même beaucoup que Ségolène est un petit peu incontrôlable. Voilà. Alors, est-ce qu'elle cherche effectivement à démontrer que c'est elle qui est la maîtresse de son propre jeu? Bon, effectivement, elle a son mot à dire sur l'énergie, mais enfin, il semble pas que ce qu'elle annonce ait fait l'objet d'un consensus à Matignon ou l'Élysée. Voilà. Bon. Cela dit, pour un actionnaire sur EDF, on n'avait pas vu ça depuis 2005. Ouais, ça a été. EDF, c'est quand même pas une bibliothèque. Et il y a eu le volume. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'hier, on s'est dit tiens, le CAC 40 il monte et puis il y a du volume, il y a des acheteurs. En fait, il y a plus de
12-13% du volume qui s'est fait sur le seul titre EDF. Donc hier, ça n'a pas été une séance extraordinaire à Paris. En termes de volume, il n'y a pas eu de gros intérêt acheteur, ce que dit très bien Jean-Louis. Mais pour l'actionnaire d'EDF, évidemment, c'est la caricature de ce qu'on se disait. Ah ouais, EDF, on contrôle rien. Le gouvernement un jour dit ça, le lendemain dit le contraire. Pour un anglo-saxon, c'est juste quelque chose d'ubuesque. Ou alors vraiment, on a l'impression de jouer à la roulette russe avec ce dossier. Bon, maintenant, n'oublions pas que EDF a également doublé de valeur quand même. On est passé de 17,60 à plus de 34. Bon. Bah oui, sauf que 34, c'est 2 € de plus que son compte d'introduction. Oui. C'est pas terrible. Mais quand même, il y a un parcours là depuis un an qui est quand même assez impressionnant. Alors pour des gens qui se demandaient s'il y aurait éventuellement de nouveaux relais à la hausse, il y a peut-être eu aussi ce côté technique qui fait que là véritablement on voit que EDF reste fidèle à sa mauvaise image de dossier dépendant du bon vouloir des politiques et donc ça a pu accentuer un petit peu. Si on avait perdu 12-13% sur 15 jours parce qu'avec le jeu des rumeurs, les gens se seraient un peu méfiés, ça n'aurait pas été étonnant du tout qu'un titre qui vient de doubler perde effectivement 15-16% comme ça sur 2 semaines. C'est blue chip, Jean-Louis, qui perdent comme ça effectivement 5, 10, 15% sur une seule séance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous regardez ou vous restez concentré là sur le CAC futur ou sur des valeurs plus modestes? Je regarde, bien évidemment. Je n'achète pas, bien évidemment. Je n'achète pas des choses comme ça qui perdent 10-15%. Ça, c'est hors de question. C'est jamais par hasard. Et en plus, tous ces dossiers, c'est très politique, donc je préfère pas y toucher. Il y a bien d'autres choses à faire ailleurs où les vrais intérêts vont avoir un impact plus important dans l'investissement long terme, dans la régularité des opérations, etc. Là, franchement, on réagit à des nouvelles comme ça d'une manière assez violente. Et on fait dire au cours de bourse un peu ce qu'on veut au moment où on veut. C'est un peu choquant, si vous voulez, d'annoncer des choses comme ça. Vous dites qu'elle est pas très contrôlable, Ségolène Royal peut-être, mais en tout cas, ce qu'elle fait là, c'est pas très bien, je trouve, au niveau de cotation en bourse, tout simplement. Ça me paraît, à un moment donné, l'AMF pourrait peut-être même réagir. Ça serait peut-être logique. Bon, en attendant, il y a pas mal de petites sociétés qui bougent, comme Selectis, comme d'autres, qui ont bien bougé cette semaine. Selectis, il faut rappeler ce qui s'est passé il y a 2 jours. Il y a eu, je sais plus ce qu'il y a eu, il y a eu tellement de choses. C'est Pfizer qui a signé un partenariat avec eux et du coup l'action a pris 50%, 75% vous dites Philippe, sur une seule séance. Ouais, mais en fait moi j'en avais acheté à l'époque à 2,5. Revendu à 3,5, gardé un solde, et puis là on se retrouve. J'ai même encore des bons de souscription là-dessus. Bon, je garde, on verra bien. De toute façon, les bons valent pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est un titre qui a beaucoup baissé, qui avait beaucoup baissé, et qui s'est énormément rattrapé. Comme Inat Pharma à l'époque. Il y a plein de petits dossiers. Je peux pas trop en citer parce que ça peut provoquer des réactions assez violentes parfois sur les cours. Donc j'aurais pas été accusé de manipulation. Inat Pharma, vous êtes dans l'actu, donc là c'est pas de la manip. Voilà, c'est pas grave. Qui annonce ce matin une augmentation de capital, puis c'est passé comme une lettre à la poste. Elle a pris 3-4% sur la nouvelle. Il y a une valeur à surveiller. Allez, je vais en donner une. Monakea. Oui. Elle est pas mal travaillée. Alors il y a eu une augmentation de capital privé il y a 1 mois, 3 semaines, je sais plus. Le temps passe vite. À 9 3/4, ils ont placé 1,5 million de titres, je crois, un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus des chiffres exacts. À 9,75 €, oui. Ouais. Et elle est quasiment sur ce niveau-là aujourd'hui. Ils sont venus arbitrer comme des sauvages à l'époque parce qu'elle valait 10 et quelques et elle a baissé de 10-15% ce jour-là. Il y a peut-être des améliorations de perspective sur la valeur. En tout cas, elle est recommandée à l'achat depuis ce matin. Et il y a de l'intérêt. Bon, voilà. Il y a des petites choses comme ça à faire. C'est vrai que je préfère taper des valeurs comme ça, faire scalper des valeurs comme Selectis, il y en a bien d'autres, plutôt que m'intéresser à des grosses manipulées. Alors là, vraiment manipuler politiquement, c'est assez compliqué. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis. Bon week-end à vous, Jean-Louis Cussac de Perceval Finance. Vous êtes trader pour compte propre. Enfin, s'il faut encore vous présenter évidemment aujourd'hui. Et Philippe Béchade aussi évidemment présent sur l'antenne de BFM Business. Merci Philippe, bon week-end à vous. Courte pause, 16h30. Dans un instant, Vincent Touraine va nous rejoindre pour l'actualité économique et on va reparler justement d'Alstom juste avant la conférence de presse d'Arnaud Montebourg. Voilà, donc ça c'était pour la fin de semaine. Petite correction sur le Dow Jones, pas encore grand chose. Moi je ne reprendrai pas de position ce jour. Donc simplement mes positions en cours qui tourneront. On verra ensuite. Fab ne nous montre pas cette horreur. 3800, disait Ludo. J'ai pas compris, Ludo.
que tu voulais dire par là. Si tu peux préciser. Alors, on va continuer à prendre de l'info, voir ce qui s'est publié aujourd'hui. On va aller du côté de la Suisse avec investir.ch qui propose chaque jour une chronique. En ce 20 juin, description du contexte du marché. Bonjour et bienvenue à tous dans cette chronique du 20 juin 2014. Il fut un temps où les lendemains des belles journées de trading comme celle de mercredi étaient dévolus à ce que l'on appelait, à l'ère à laquelle les marchés pouvaient encore baisser, des séances de prise de profit ou profit taking en anglais pour les puristes. Ces séances-là n'existent plus depuis que les banques centrales ont officiellement interdit de vendre. En Europe, c'était assez simple, il était presque évident que l'on devait terminer la séance plus haut, puisqu'on avait raté la hausse de Wall Street qui avait commencé mercredi soir après notre clôture à nous. La question n'était donc pas tant de savoir si nous allions terminer en hausse, mais plutôt de combien nous allions terminer en hausse. Si vous ne devez retenir que deux choses à propos de la séance européenne d'hier, ça sera 1. Que le DAX a terminé à nouveau en dessus des 10 000. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Psychologiquement, c'est important. Dans le monde merveilleux des marchés financiers, on aime quand les indices passent les chiffres ronds. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, mais psychologiquement, on aime. C'est un peu comme regarder le compteur de votre voiture passer les 55 555 km ou les 100 000 km. Si, moi je me suis même arrêté pour prendre une photo. Et en 2, il faut retenir que l'histoire Alstom devient de plus en plus compliquée. Il faut probablement remercier monsieur A.M, ministre de l'inutilité, de la franchouillardise et de la bêtise. G a plus ou moins offert ce que le gouvernement voulait, il voulait le contrôle d'Alstom, il l'aura. Par contre, il y aura moins de cash à la clé et le titre se prenait 6% dans les dents. Bref, comme d'habitude, acheter un truc en France, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs. Visiblement, c'est encore plus compliqué quand la gauche est au pouvoir. Pour essayer de résumer la chose plus simplement, on dira que GE valorise toujours Alstom au même prix à 12,35 milliards d'euros, propose de créer 3 co-entreprises. Ne me demandez pas ce qu'est une co-entreprise. Ils céderaient leur activité signalisation à Alstom et laisseraient un droit de veto au gouvernement français. Perso, si je suis actionnaire, il y a un truc que je ne voudrais jamais avoir, c'est le gouvernement qui met son nez dans les affaires de mon entreprise, et surtout le gouvernement français actuel. Pour faire simple, le serpent de mer du printemps est toujours d'actualité en France, et rien ne dit que ça va cesser prochainement. C'est bien, ça occupe les médias, et pendant que l'on essaie de régler le cas Alstom, les Américains ont déjà bouclé à la louche une vingtaine de deals, dont certains 3 fois supérieurs à la société française. Pendant que l'Europe fêtait le magnifique discours de Janet Yellen, que Janet Yellen a fait mercredi soir, les Américains ont entamé leur séance avec une espèce de gueule de bois, et je dois dire que pendant un bref instant, tout le monde s'est demandé si nous n'allions pas enfin vivre une séance de prise de profit qui se transformerait dès ce matin en opportunité d'achat. Mais évidemment, il n'en fut rien puisque l'opportunité d'achat s'est dessinée durant la séance, lorsque les chiffres économiques, Philly Fed et Jobless Claims furent tous deux déclarés bons, ce qui corroborait les déclarations récentes des experts en économie qui disaient que l'on était définitivement en phase d'accélération, tel Lance Armstrong qui explosait le peloton dans les lacets du Mont Ventoux à l'époque où l'on croyait encore qu'il mangeait tout simplement mieux que les autres. Et le marché a récupéré les quelques poussières de pourcents que les vendeurs avaient eu l'outrecuidance de réclamer durant les premières heures de trading. À la fin de la journée, on terminait à peine en haut sur le S&P et le Dow Jones, mais suffisamment pour battre de nouveaux records. Le seul loser de la séance, c'est le Nasdaq qui corrigeait tout de même massivement de 0,1%. Oui, en effet, de nos jours, massivement, c'est 0,1%. Que voulez-vous, il faut vivre avec son temps. Dans les quelques histoires individuelles qu'il faut retenir, on citera BlackBerry qui bondissait de 10% après avoir pris tout le monde à contre-pied sur son trimestre. La perte attendue étant moins importante que prévu, les shorts sortaient les rames et couvraient leur position et faisaient monter le titre comme une fusée. On n'est pas loin de parler de la renaissance de BlackBerry. American Apparel a viré son CEO. Le seul problème pour American Apparel, c'est que Dov Charney est également le plus gros actionnaire de la boîte et ça va être moyennement facile à manœuvrer à l'avenir. Le marché prenait le pari que la structure du capital d'American Apparel était donc appelée à changer et de ce fait, le titre prenait près de 7%. Il s'est fait virer, mais au moins sa participation de 25% prenait de la valeur. Pour le reste, pas grand chose à dire. On notera que la tension est à son comble en Irak et que le pétrole est très nerveux. Ça ne se voit pas forcément sur le prix du contrat qui est toujours dans la zone 106-107.
Mais c'est un peu comme un bidon d'essence, il ne se passe rien dans le bidon d'essence jusqu'à ce que vous jetiez une allumette à l'intérieur. Par contre, il y a tout de même une certaine nervosité quelque part, puisque discrètement, l'or est en train de remonter comme une fusée, et sur les flancs de la fusée, il est écrit en lettres capitales Geopolitical Stress on the Move. Ce matin, le métal jaune est à 1314 $. Excusez-moi, lapsus révélateur. En Asie, on oscille entre rien et pas grand-chose ce matin. La grande nouvelle, c'est Apple qui annonce le lancement de la production de la iWatch. C'est Quanta Computer et LG Display qui vont se charger de faire venir au monde la tant attendue, prétendue montre. On attend un lancement pour le mois d'octobre et personnellement, je maintiens qu'il faudra me péter un bras pour que je porte ce truc. Dans les nouvelles de l'après-clôture, l'après-clôture américaine, Oracle a déçu sur son trimestre, le titre perdait plus de 5%. Smith & Wesson ont publié des chiffres corrects. On aurait été étonné du contraire, étant donné que la forte tendance à tirer sur tout ce qui bouge dès qu'on n'est pas content aux USA. Mais malgré ces chiffres que l'on qualifiera de bons, le titre perdait plus de 10%. Des fois, on déçoit le marché, mais on ne sait pas trop pourquoi. Siemens et Mitsubishi Heavy viennent de rehausser leur offre cash sur Alstom à l'instant. Les autorités de surveillance allemandes ont demandé à la Deutsche Bank de faire un peu plus pour bien vérifier que ces traders ne manipulent pas le prix des commodities. C'est un peu prêché dans le désert, car si un trader avait eu envie de manipuler les cours de quoi que ce soit ces 20 dernières années, ça se saurait. Il faut tout de même signaler que nous sommes dans un des milieux les plus intègres de la planète, mais bon, la Deutsche Bank est prévenue, elle doit surveiller pour éviter les méchantes brebis galeuses. Un expert de la situation irakienne parle sur CNBC ce matin, il ébauche deux scénarios. Un, le pire, qui est la désintégration totale du pays, en plusieurs morceaux. Le meilleur qui est la réconciliation totale de toutes les différentes factions, ethnies, religions, clubs de golf et associations de joueurs d'échecs. En étudiant les deux propositions, on voit tout de suite que l'une des deux est nettement plus facile à atteindre et c'est celle qui va faire monter le pétrole. Je sais que je me répète, mais que pensez-vous qu'il va se passer lorsque le baril va passer les 150 $? Allons-nous continuer à battre des records sur le S&P 500 tous les jours alors que faire le plein va devenir un vrai problème aux USA et en Suisse aussi d'ailleurs. D'ailleurs, le Barron s'estime que dans cette thématique, il est intelligent de parier sur le fait que Valero et Western Refining vont atteindre des nouveaux plus hauts historiques. Et dans le même journal, on vous propose également 4 titres qui sont survendus et qui présentent une belle opportunité d'achat. Il s'agit de Cray, de Lumber Liquidator Holding, de Hibbett Sport, de United Natural Food. Ok, moi non plus, je connais pas tout le monde. Et puis, il y a un article, comme on les aime, sur le sujet des chimpanzés qui lancent des fléchettes sur la cote du Wall Street Journal pour choisir des actions et qui se trouvent ne pas être si mauvais en les comparant avec des analystes qui sont payés pour le faire. Pas lancer des fléchettes, mais choisir des titres. Côté chiffres économiques, nous aurons le PPI allemand, le Current Account européen et absolument rien aux USA. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,04%, l'euro-dollar est à 1,3629, le dollar yen est à 101,86, le bitcoin est à 588 $, et ce dernier a d'ailleurs été reconnu comme une monnaie à part entière par la FINMA. Visiblement, Branson se concentre sur les monnaies électroniques plus que sur le Libor dorénavant. Et puis, le 10 ans américain est à 2,61%. Voilà, c'est vendredi, il me reste donc à vous souhaiter un bon week-end, merci de nous avoir suivis jusque-là, et à lundi. Ça, c'était le point réalisé par investir.ch. La semaine prochaine, quelles nouvelles majeures aurons-nous ? Alors, voilà. Lundi, on a une journée assez chargée finalement avec la nuit à 3h45 un indice de production manufacturière chinois. À 8h du matin, le gouverneur de la banque japonaise Kuroda qui parlera. À 9h, l'indice français de production manufacturière. À 9h30, l'indice allemand de production manufacturière. Et à 16h, on aura les ventes de maisons existantes pour les nouvelles les plus importantes par rapport à l'économie américaine. L'indice du climat des affaires allemand sera publié mardi à 10h. Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Carney, qui parlera à 10h30. Et à 16h, sentiment du consommateur américain et vente de maisons neuves aux États-Unis. Donc on suivra ça en début de semaine prochaine. Ça on avait vu. Ok.
Le CAC 40 sans engagement, c'était boursier.com qui faisait un point à ce sujet, on écoute ça. Bonsoir à tous. Peu de mouvements sur 5 séances pour le marché parisien, malgré les propos rassurants de la présidente de la Fed. Et d'abord, une très belle semaine pour Peugeot. Les derniers chiffres de vente de PSA donnent en effet du crédit à son plan de redressement, en particulier pour la marque Peugeot. Et puis Schneider Electric aussi s'est distingué après la cession d'une branche d'Advincis. Dans l'actualité, à nouveau, cette semaine, Alstom, Siemens et MHI n'auront pas tardé à réagir à l'offre améliorée déposée hier par General Electric. Le duo a dégainé ce matin une nouvelle contre-proposition. Le conseil d'administration d'Alstom doit se réunir d'ici lundi pour statuer sur les deux offres. Et puis gros recul pour Air France KLM. Le titre de la compagnie aérienne fait notamment les frais cette semaine d'une note d'UBS qui a réduit de neutre à vendre son avis sur le dossier. La dégringolade de la semaine est signée EDF et ce sont les déclarations de Ségolène Royal jeudi matin qui ont mis le feu aux poudres. La ministre de l'écologie a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse tarifaire de l'électricité le 1er août, alors qu'une progression de 5% était au programme. L'intéressé, qui ne regrette pas du tout son choix de geler les prix, a fait savoir qu'une nouvelle méthode de calcul sera élaborée. Natixis a refait ses comptes sur le dossier, réduisant de 5,7% sa séquence de bénéfices par action sur la période 2014 à 2016. Le bureau d'études qui brocarde la cacophonie du gouvernement dans ce dossier. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous lundi matin dès 9h30. Question réalisée par boursier.com. Croissance américaine révisée à la baisse, comment s'adapter? On écoute ce point réalisé par Décideur. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, vendredi, milieu de matinée, nous faisons le point sur la bourse cette semaine, l'économie, les marchés et bien entendu nous essayons d'en tirer des conclusions allant jusqu'à des conseils précis. J'ai à mes côtés Christian Ginolac, Christian de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un tout petit point, une petite photographie. Cette semaine, au bilan, les marchés européens font pas grand-chose, un petit peu en Allemagne qui rattrape puisqu'elle a fait un peu moins bien que les autres depuis le début de l'année. Les marchés américains, soutenus par la Réserve fédérale, on va en dire un mot sans doute, gagnent entre 1 et 2% suivant les indices. Et on voit que Tokyo suit assez le marché américain dans ce concert-là. La photo aussi depuis le début de l'année, plus 6% aux États-Unis, plus 6% sur les marchés européens. On a des marchés qui sont totalement synchrones. Secteur par secteur, deux secteurs en vedette cette semaine. Un, c'est l'énergie, donc probablement lié aux questions géopolitiques qui se réveillent au Proche-Orient après s'être éveillé en Europe centrale. Et bizarrement, les services publics, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis, alors qu'en France, on a eu EDF qui, lui, a été sanctionné. On va en dire un mot. Pas grand-chose sur le front des monnaies. Et pas grand-chose non plus sur le baril de pétrole lui-même, qui monte un tout petit peu sur la semaine, qui monte de 3%, mais qui ne s'envole pas. Alors, pour travailler tout ça, pour partir de cette photographie, impression macro. Alors Christian, on pensait que les banques centrales n'allaient plus tenir le rôle central justement sur les marchés financiers. Ce n'est pas le cas. Cette semaine, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a provoqué une hausse des marchés.
Oui, Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle a confirmé qu'elle diminuait les rachats diminuait pas les rachats, le montant, les montants des rachats de titres de 40 milliards à 30 milliards par mois. Donc on voit que normalement, d'ici 2 mois, d'ici cet été, la Fed devrait arrêter d'acheter du papier. C'est pas pour ça qu'elle rachète. C'est pas pour ça qu'elle rachète ce qu'elle a acheté. Alors, c'est pas pour ça qu'elle revend ce qu'elle a acheté. Qu'elle revend, pardon, ce qu'elle a acheté. Oui. Moi, à mon avis, ce qu'ils vont peut-être faire, c'est qu'ils vont laisser les échéances se rembourser. Puisque la prochaine étape, ce qui permettrait de sortir dans la durée. Alors, j'avoue que c'est difficile de prévoir exactement ce qu'elle va faire, mais on voit bien que pour le moment, que ce soit la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise ou la Banque centrale des États-Unis, toutes les banques centrales des pays développés cherchent à soutenir la finance et l'économie. On est toujours dans le paradoxe. On révise à la baisse les estimations de croissance pour cette année, de 2,3 contre 2,8,3. Oui. Et puis on dit que 2015-2016 seront dans les 3,2 ou 2,5-3. Oui. Alors ça, c'est pas des très très bonnes nouvelles. Et néanmoins, les marchés financiers montent parce que ça veut dire que la Fed va rester accommodante. Voilà, alors ça, c'est le paradoxe. Quand on évalue une entreprise, on fait ce qu'on appelle l'actualisation de ses résultats, c'est-à-dire qu'on ramène à la valeur d'aujourd'hui les résultats futurs. Plus les taux sont bas, plus cette révélation est hausse. Donc la baisse des taux est un soutien fort pour les marchés actions, de même que bien sûr pour les marchés obligataires. Et donc, cela compense en partie peut-être des anticipations de résultats plus faibles. Donc, maintenant, les marchés financiers sont tranquilles au moins pendant 1 an sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Pas 1 an, mais de toute façon, on est condamné à faire confiance à nos dirigeants de banque centrale. Alors, si Yellen fait un faux pas, ça sera mauvais pour la bourse, c'est clair, surtout qu'on ne peut pas dire que les marchés soient très bons marchés. Oui, les marchés, c'est bien le problème, les marchés sont... Voilà. Et c'est bien la peur qu'on peut avoir si à un moment... Voilà, si à un moment, il y a un mot de trop, il y a une décision... Mais pour le moment, en annonçant que ça va un peu moins bien pour l'économie, finalement, tout le monde est très content. Voilà, et puis alors l'annonce sur l'inflation reprend un petit peu aux États-Unis. Oui. On a eu 0,4%, ce qui est plutôt mieux que d'habitude. Est-ce que par osmose, ça va se répercuter un petit peu sur l'Europe, ça nous ferait du bien sûrement. Alors, juste un mot sur l'Europe, justement. En Europe, on a un bras de fer pour la présidence de la Commission. Alors, c'est un peu des combines politiques, comme d'habitude. Mais est-ce que derrière ça, il y a ce que M. Renzi a appelé un tournant substantiel pour favoriser l'économie dans les règles fiscales, puisque les règles monétaires, on voit bien que la Banque centrale veut bien faire son boulot, mais dans ce qu'on appelle le policy mix, les règles fiscales, en revanche, sont plutôt récessives. Oui, je crois qu'on retrouve les dialogues très habituels. C'est-à-dire d'un côté, Schäuble qui dit « on est très bien comme ça, il faut continuer ». Oui. Les ministres des Finances, d'ailleurs, qui se sont réunis hier, n'ont pas modifié la politique. De l'autre côté, Rehn a fait une ouverture, mais une ouverture qui est claire, c'est de dire si les pays font des réformes structurelles, on les aidera à les accompagner par quelques... marge de manœuvre sur les déficits. Ça, c'est l'Italie. Et puis, il y a mais ceux qui celui qui veut simplement avoir de la marge de déficit parce qu'il ne sait pas faire des réformes structurelles, par exemple, regard. Dans la SNCF ou dans les régimes chercher certains gouvernements qui nous sont proches. Ceux-là, je crains qu'on ne leur accorde pas beaucoup de délai maintenant. Et l'Europe, donc... on est toujours dans le scénario reprise faible cette année, tirée un peu par les États-Unis et l'Allemagne, un petit peu l'Espagne. Je crois, oui, et je crois qu'on peut dire que Cameron va essayer de négocier, comme toujours, des avantages par rapport à son ralliement à la candidature. Oui, comme d'habitude. Voilà, exactement. Alors, là, on traverse l'Atlantique. L'Argentine, de nouveau, en faillite virtuelle. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a eu le Brésil il y a longtemps, on a eu le Mexique. L'Argentine, ils viennent souvent quand même. C'est un peu comme la Grèce. Ils viennent souvent dans des... Oui, mais là c'est un cas très particulier puisque ce que ça montre, c'est la puissance des fonds spéculatifs qui rachètent de la dette décotée. Alors, donc, on a des fonds spéculatifs qui ont racheté de la dette, qui n'ont pas porté au moratoire général et qui veulent qu'on leur rembourse 100% de leurs créances, grosso modo. C'est exactement ça. Et ils ont obtenu un jugement en leur faveur après toute une série de procès aux États-Unis
qui fait que non seulement ça condamne l'Argentine à rembourser la dette qu'ils possèdent et qu'ils ont achetée de manière très décotée, donc ils vont faire 4, 5 fois, peut-être 20 fois leur mise, je ne sais pas. Mais ce qui est pire encore, c'est que ça remet en cause toute la restructuration, puisqu'on ne peut pas traiter un créancier différemment d'un autre. Donc ceux qui avaient accepté de restructurer la dette vont être en droit de réclamer le paiement en totalité. On voit bien, c'est un montage encore juridique américain, on en a parlé de la BNP des semaines précédentes. Voilà, c'est difficile. Est-ce que c'est inquiétant? C'est-à-dire qu'on voit que ça ne provoque pas la panique qu'a provoqué la Grèce, qui était effectivement dans la zone euro, c'est pour ça, mais c'est quand même un pays qui est probablement plus important que la Grèce en PIB mondial. Non mais si on regarde les choses un peu froidement, ça veut dire que la restructuration qui s'est passée, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, bon, si elle ne marche pas, on va en faire une autre. Oui, donc et puis cette fois-là, juridiquement, on va prendre des précautions pour éviter que les hedge funds ne se représentent et ne rachètent de la dette de côté. Le diable est dans les détails, voilà, et on va exactement. Donc on s'achemine sûrement vers une restructuration de la dette argentine. C'est pas la première. C'est pas la première. Non, ils connaissent. Nous passons aux réalités micro. Alors Christian... Ok, c'est un entretien qui dure en tout 30 minutes. Je vais laisser le lien pour ceux que ça intéresse. Pour ma part, j'ai eu ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les grandes lignes. Moi, je traite les indices ou des paires de devises. J'ai plus besoin des grandes lignes, même si les annonces microéconomiques et les analyses microéconomiques sont aussi intéressantes. Je me concentre plus sur les analyses en toile de tendance générale et de toile de fond, plutôt que sur les détails. On a une petite phase de correction sur le Dow Jones, pour rien de flagrant. Moi, de toute façon, ce jour, a priori, sauf conditions exceptionnelles et très très gros mouvements par rapport à une nouvelle ligne attendue, il n'y aura pas de prise de position ou de clôture supplémentaire. Donc, plus spectateur désormais du marché. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Un point de vue développé par BNP Paribas. L'activité redémarre dans les pays du sud de la zone euro grâce à la reprise de la demande intérieure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco TV Week. La reprise de la demande intérieure dans les pays du sud de la zone euro a plusieurs fondements. Elle a d'abord été rendue possible par la restauration de la confiance dans l'unité de la zone euro, à laquelle l'action de la Banque centrale européenne a beaucoup participé. Le retour des capitaux financiers vers ces économies et l'amélioration des conditions de financement a permis le rebond de l'investissement productif, en hausse de plus de 10% sur un an en Espagne et au Portugal. Alors si ces investissements correspondent à la nécessité de remplacer un capital vieillissant, on constate aussi la constitution de nouvelles capacités de production, notamment dans les secteurs exportateurs. Du côté des ménages, l'amélioration de la confiance a aussi permis de ranimer la consommation. L'épargne de précaution a tendance à se réduire, mais surtout on constate un début d'embellie sur le marché du travail, puisque en Espagne et au Portugal, on note des créations nettes d'emplois en rythme trimestriel pour la première fois depuis 2008-2009, tandis qu'en Grèce, la situation sur le marché du travail se stabilise. Et puis par ailleurs, le pouvoir d'achat des ménages bénéficie de la faiblesse de l'inflation qui reflète en partie l'ajustement par les prix qui a été demandé à ces pays. La reprise de la demande intérieure, consommation des ménages, investissement des entreprises, est une évolution plus qu'attendue au regard de la perte d'activité accumulée depuis 2008. En effet, l'écart entre l'activité observée aujourd'hui et la production potentielle atteint des niveaux records. Toute la difficulté pour ces pays sera de retrouver des niveaux décents d'activité et d'emploi tout en maintenant, voire en accroissant les excédents extérieurs qui ont été générés durant la crise. En effet, avec la réforme du pacte de stabilité, un objectif de désendettement extérieur s'ajoute à celui du désendettement public
pour les pays périphériques de la zone euro. Une hausse structurelle de la productivité apparaît nécessaire pour allier à l'avenir élévation des niveaux de vie et maintien d'une forte compétitivité externe. Au moment où le retour de la croissance et l'approche d'élections générales poussent au statu quo, la poursuite des réformes est donc un enjeu de premier plan. Pour ce qui est de la semaine à venir, l'attention des marchés se portera aux États-Unis sur la publication des données bien durables pour le mois de mai et en Europe avec une série d'enquêtes, PMI pour la zone euro, le climat des affaires en France et l'enquête IFO en Allemagne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. Que c'était le point réalisé par BNP Paribas. Alors que je vois une vidéo qui m'intrigue. Premier distributeur de Bitcoin à Hong Kong. Je regarde ça. Nous ciblons les personnes qui utilisent des bitcoins depuis un moment, parce qu'à Hong Kong, il y a un manque de plateforme pour ces transactions. Donc nous essayons de promouvoir cette plateforme afin de leur offrir une chance et une opportunité d'utiliser des bitcoins. Nous avons une taxe de transaction, elle peut varier, mais pour le lancement, nous facturons 5% pour les transactions de vente ou d'achat. Voilà. Je vais partager cette vidéo. Et Paul Jalon qui s'est exprimé. Ce jour, on écoute sa chronique. Bonjour, on est le vendredi 20 juin 2014 et je ne serai pas long cette fois-ci, non pas parce que je suis dans un hôtel, mais parce que je viens de m'épuiser dans un débat sur la radio-télévision suisse, en fait sur la radio, où j'avais en face de moi un monsieur qui représentait très dignement et avec le talent habituel qu'ont ces gens-là, le secteur financier suisse. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord, et c'est une grande satisfaction dans ce cas-là de voir d'entendre qu'au fil de la discussion, le journaliste se range de plus en plus à votre point de vue. Alors ça m'arrive heureusement souvent. Si ça m'arrivait rarement, je continuerais peut-être pas. Ça vous donne le sentiment que vous marquez des points, que vous êtes dans la bonne direction, que vous arrivez à convaincre les gens.
Alors, est-ce que convaincre les gens, ça suffit? Peut-être pas, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça suffit de faire, comme j'essaie de faire ici depuis, depuis 2007, essayer de convaincre, de clarifier toutes ces questions, donner des définitions, de dire non, le profit, la spéculation, c'est pas la même chose, parce que le profit, c'est comme ceci, la spéculation, c'est ça. Et non, on ne peut pas appeler capitalisme n'importe quoi. Quand on parle d'économie de marché, il faut parler d'économie de marché, pas de capitalisme. Quand on parle de libéralisme, il faut parler de libéralisme et pas de capitalisme, et ainsi de suite. Et ben, je fais ça, oui, effectivement, dans ce domaine-ci, bon, parce que j'avais un métier avant, j'écrivais des livres avant aussi, dans d'autres domaines. Mais là, j'essaie de faire ça avec la finance et l'économie depuis un certain temps. Alors oui, vider l'océan avec une petite cuillère, ça marche, mais il faut un certain temps. Et est-ce qu'on a assez de temps? Alors, j'ai fait ça l'autre jour aussi, et ça aussi, vous pourrez entendre. Le podcast de la Radio Suisse, je suppose qu'il sera disponible dans quelques heures. Il y a des podcasts qui sont devenus disponibles hier. Ce sont l'ensemble de ces conférences qui ont eu lieu, c'était quoi? Je crois que c'était la semaine dernière à Paris. Dans le cadre de l'Institut Momentum, il y a des choses très intéressantes par Gaël Giraud, par Yves Cochet, par, je crois que c'est Pierre Bioui. Vous pouvez nous entendre. Et là aussi, quand j'ai fait cette conférence, j'ai le sentiment que ça avance. J'ai le sentiment, quand je vois la salle, quand je reçois des commentaires après de gens qui étaient dans la salle, qui me parlent non seulement de leur réaction à eux ou à elles, mais de celle des gens autour d'eux, sentiment d'aller dans la bonne direction. Et ce sentiment d'aller dans la direction, oui, c'est quand on arrive à clarifier vraiment une question. Et sur cette question de l'argent, cette question qui m'était posée par des décroissantistes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen de définir une monnaie qui soit une monnaie résiliente, qui soit une bonne monnaie en soi, et alors que cette vue est défendue par un certain nombre de gens. Mon sentiment à moi, c'est que le problème n'est pas là, qu'une monnaie est quelque chose de passif, pas entièrement passif, mais de passif, et que les problèmes que nous attachons à la monnaie, ce sont des problèmes qui sont liés au versement des taux d'intérêt et à l'existence, à l'autorisation de la spéculation. Et que par conséquent, ce n'est pas en modifiant, contrairement à Silvio Gesell, qui avait fait un excellent travail en essayant de définir cette monnaie fondante parce qu'il avait réfléchi au problème, mais contrairement à ce qu'il imaginait, nous ne résoudrons pas les difficultés qui sont les nôtres à partir de là, et en particulier le fait que si la croissance est nécessaire, elle n'est pas nécessaire parce que c'est une bonne chose en soi, elle est nécessaire parce qu'à l'intérieur de notre système capitaliste, parce que le capital ce sont des sommes d'argent qui manquent à l'endroit où elles sont nécessaires et qu'il faut rétribuer par des intérêts. Dans le cadre de notre système capitaliste, s'il faut de la croissance, c'est parce qu'il faut payer des intérêts. Et ce n'est pas une bonne chose. Je souligne bien que ni l'un ni l'autre n'est une bonne chose. Que le petit fermier qui serait propriétaire de sa ferme, il pourrait cultiver la moitié dans le cadre d'un contrat 50-50. Il fait la moitié en plus pour payer une rente de quelqu'un qui a simplement un titre de propriété sur la terre sur laquelle ce petit paysan fait pousser sa moisson. Les 50% en plus, ça n'a pas de nécessité logique ou autre, c'est d'un paiement supplémentaire. Et si nous détruisons notre planète avec enthousiasme, c'est pour payer des intérêts. Et là encore, je souligne, ce n'est pas une manière pour moi de dire qu'il faut détruire la planète avec enthousiasme, c'est pour dire précisément le contraire. La croissance n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, nous ne pouvons plus nous la permettre. Nous sommes dans un environnement où nous dépensons 1,6 planètes par an. On ne peut pas faire ça. Il faut arrêter. Mais on ne pourra pas l'arrêter tant qu'on considérera que le capital qu'il faut rémunérer par une rente, que c'est une bonne chose en soi, que ça donne du courage aux gens, que ça les fait entreprendre, etc. Tout ça, ce sont des arguments absolument bidons, comme le fait que disait ce monsieur tout à l'heure, que la spéculation c'est une bonne chose, puisque le fait d'acheter une maison pour ses enfants c'est une bonne chose. Ce type d'argussie, ce type de sophisme, il faut inlassablement les décomposer, les déconstruire, les détruire petit à petit par des arguments qui soient recevables par les gens qui vous écoutent. Et je termine par là, c'est une immense satisfaction
d'entendre un journaliste vous écouter et vous donner de plus en plus raison au fur et à mesure que le débat se poursuit. Ce n'est pas la première fois. On m'a dit, j'en ai parlé à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans, on m'a dit, j'ai posé la question dans un débat qui m'avait paru un débat extrêmement intéressant, et la personne à qui je posais la question disait non, c'était décevant parce que vous avez convaincu si facilement le journaliste que le débat en est devenu tout à fait déséquilibré. Je ne crois pas que ça rende le débat moins intéressant. Et de mon point de vue, c'est une grande victoire qui me donne envie de continuer des choses comme celle-là. Voilà, à bientôt. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Paul Jorion. On a déjà fait le point sur pas mal de choses. Quelques baisses importantes hier à la Bourse de Paris, c'était Marc Fiorentino qui commentait cela, on regarde ça. Lisez plus, payez moins, toutabeau.com, vos abonnements à prix malin. Tout à beau. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Après que Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous nous aurez parlé de quelques baisses importantes hier à la Bourse de Paris. Et pas n'importe lesquelles. La journée d'hier est une illustration parfaite du capitalisme à la française et de ce que le gouvernement entend par social-démocratie. Les 2 plus fortes baisses d'hier ont été EDF et Alstom. 7,69% pour EDF, 6% pour Alstom. Une perte cumulée de plus de 4 milliards d'euros pour les actionnaires. Et 2 interventions du gouvernement à l'origine de ces 2 baisses. Et oui, pour EDF, c'est l'annulation par la vice-présidente Ségolène Royal de la hausse de 5% des prix prévus pour le 1er août. Mais admettons que le gouvernement, là, est dans son droit dans le cas d'EDF, car l'État possède quand même 89% du capital. Dans le cas d'Alstom, on est en plein délire. C'est quand même, rappelons-le, une entreprise cotée en bourse qui est totalement privée, il faut juste le rappeler, et pourtant c'est le président de la République lui-même qui mène la négociation et qui choisira l'heureux élu. On est tellement dedans au quotidien qu'on ne réagit même plus à ce qui est complètement aberrant. Vous avez parfaitement raison, et Alstom communique quand même discrètement ce matin que son conseil d'administration se réunira lundi, que c'est quand même lui qui a l'air souverain. Oui, mais enfin, il fera qu'entériner la décision du gouvernement. Étrange gouvernance d'entreprise. Bah oui, c'est dingue, quoi. On nous serine toute la journée en ce moment avec les bonnes règles de gouvernance dans l'entreprise, mais finalement en France, le gouvernement a une sorte de droit divin d'intervention dans les affaires des entreprises privées, et quand il intervient, malheureusement, c'est pour faire capoter un bon deal ou détruire de la valeur. C'est ça, le capitalisme, version social-démocratie à la française. Voilà, donc c'était le point réalisé par Marc Fiorentino au micro de BFM Business. Alors, Fabien, ce soir tu paries, demande Ludo, non. Fabien, on avait vu. Alors la vidéo Dailymotion qu'on avait partagée. Début réunion 19h30, disait Humanoïde, qui laissait un lien. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Turf? Chérie, cette fois c'est grave, c'est les yeux. Ceux qui aiment le turf, Humanoïde partageait des vidéos de pronostics, etc. Bien sûr, beaucoup moins de mouvements, on est toujours assez bas sur le Dow Jones en cette fin de journée, ça corrige, on est quasiment revenu sur les niveaux d'ouverture. Donc là pour le moment, ce que l'on constate, c'est un retest de la zone précédente, un léger franchissement et tout de suite un affaiblissement et des vendeurs qui reviennent. Donc est-ce que ça débouchera sur un double top par la suite? On verra ça. Je vous rappelle qu'un double top, idéalement, bien sûr, il ne faut pas qu'on dépasse le précédent plus haut, mais cela peut être interprété comme un double top. Si là on a une grosse phase de correction, cela sera interprété comme double top. Il faut bien se rappeler que les figures chartistes sont là pour refléter la psychologie du marché. Mais l'idée n'est pas de respecter les seuils très précisément, etc.
avant tout, c'est la variation des prix et l'accord entre deux parties qui priment, avant d'étudier des figures chartistes, qui sont des représentations graphiques, mais c'est pas la réalité du marché, c'est pas la réalité des prix. Donc voilà, simplement. Pas être trop à cheval sur les figures chartistes, et bien penser que les figures chartistes, c'est des observations du marché, donc l'efficacité des figures chartistes dépend de l'évolution du marché et pas l'inverse. Voilà, simplement. C'est une petite parenthèse. Et sinon, pas grand chose à dire. On est revenu dans cette zone qu'on a pas mal travaillé. Possible qu'on y reste bloqué un temps. Si ensuite on la casse par le bas, eh bien on pourrait revenir dans la zone qu'on avait beaucoup travaillé du 12 juin au 18 juin, proche des zones dans lesquelles j'étais rentré. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je vais continuer à prendre un peu d'infos en cette fin de journée. Et sinon, ce sera tout. Peut-être du Cascopi TV, est-ce qu'on a des publications? Ça, ok. Un point sur le blé, ça va m'intéresser directement. Les allusions de la Bank of England, on écoute cela. Lors de la réunion de la Banque d'Angleterre sur la politique monétaire, l'on a voté 9 contre 0 en faveur du maintien des taux d'intérêt à 0,5%. Toutefois, le rapport note que le changement de la position est susceptible de se produire avant la fin de l'année. Comment est-ce que cela peut nuire à la livre sterling? Pour y réfléchir, nous avons contacté David Solin. David, comme la semaine de cotation bat son plein, il semble que l'euro-livre n'est pas prêt à laisser le niveau de 0,80. Ce chiffre apparaît également dans vos prévisions pour un mois. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Avec plaisir. À mon avis, cela s'explique parce que l'économie britannique devance clairement la plupart des grandes économies du monde, laissant derrière la récession qui était une période d'épuisement et de croissance lente. Voilà pourquoi j'envisage qu'à court terme, la courbe qui s'est développée en raison des ventes massives de l'euro-livre suite aux attentes de la hausse des taux devrait s'aplatir. À l'heure actuelle, nous devons adopter une approche plus attentiste avant qu'il n'y ait plus d'informations sur le timing exact de la hausse des taux. Par conséquent, je pense que le mois prochain, il y aura une simple consolidation. C'est pour cette raison que je ne prévois pas de changement majeur au cours de cette période. Le procès-verbal de la réunion a paru juste après les déclarations très bellicistes de M. Carney vendredi. N'envisagez-vous pas d'une baisse plus dramatique de cette perte dans les mois qui vont suivre ? Oui, je ne l'exclus pas, mais la baisse ne va pas être très importante. Je pense que dans quelques mois, le timing de la hausse des taux au Royaume-Uni sera plus clair. Ainsi, d'ici 3 mois ou plus, j'envisage la baisse de l'euro sterling. Je ne crois pas qu'un tel déclin soit brusque, car les attentes sont tout à fait justifiées. Ce n'est qu'une question de temps. Enfin, si la Banque d'Angleterre augmente les taux cette année, quand pourra-t-elle le faire? Quels sont les niveaux clés à prendre en compte sur une période plus longue, notamment dans le contexte de la politique contradictoire de la BCE? Je pense que cela se produira à la fin de cette année. Il faut garder à l'esprit que le changement radical de la politique est considéré comme une décision assez importante pour les banques centrales, d'autant plus dans le contexte actuel, car on n'a pas remonté les taux depuis quelques années et il n'y a pas beaucoup d'injections de liquidités. Donc, comme j'ai déjà dit, s'ils décident de le faire cette année, cette augmentation aura lieu avant la fin de l'année. S'ils décident de le faire un peu plus tard, il n'y aura pas de grande différence entre les économies développées sur une période plus longue. Mais ce sera le premier pas qui permettra de s'éloigner des mesures de renflement vers une politique monétaire dite plus stable. David, c'était un plaisir de vous parler. Merci pour cette interview. Chers spectateurs, Ben Jones vous présentera la 3e et la dernière édition des prévisions financières vendredi. Et pour l'instant, je vous dis à très vite.
Ok, c'était le point sur la livre sterling, on terminera là-dessus, je partage juste cette vidéo, si j'arrive à la voir. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, j'espère que vous avez fait une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à faire le bilan de votre semaine sur le chat écrit ou sur le forum. Vous avez vu que j'ai publié une vidéo ce jour, une analyse de valeurs technologiques, un débat entre Jean-David Haddad de francebourse.com, je vais mettre le lien, et André Malpel, donc sur les valeurs technologiques américaines. Il parlait notamment de Apple, Facebook, Twitter, donc pour un point de vue et une analyse. Vous retrouvez ça en haut de la page d'accueil sur lesbourses.fr ou bien sûr sur notre chaîne YouTube. D'autres vidéos seront publiées ce week-end. Et bien, ce week-end je sais pas, mais en tout cas très prochainement, au pire de la semaine prochaine. Et bien, restez connectés. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre chaîne YouTube. Le forum actif avec près de 4700 membres actifs au quotidien. Enfin, au quotidien, je ne sais pas si 4700 sont actifs au quotidien, mais avec des dizaines de messages qui s'échangent chaque jour, des débats constructifs et intéressants, qui permet d'avoir un échange de points de vue étayés, de partager nos expériences sur divers sujets, en termes de trading pur, par rapport aux courtiers, par rapport à l'économie de manière plus générale. Voilà. Bonne soirée à tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour des lives chaque après-midi. A bientôt sur videobourse.fr.